la préhistoire. La préhistoire se situe avant l'histoire, mais avant la préhistoire, on parle en ère. L'ère pré-géologique, l'ère précambrien, l'ère paléozoïque, l'ère mésozoïque, l'ère cénozoïque, l'ère du Jurassique, pour n'en citer que quelques-unes. Aujourd'hui, nous démarrons un nouveau chapitre qui s'appelle donc la préhistoire. Parmi tous les mammifères qui se sont développés après la disparition des dinosaures, il y a un groupe qui nous intéresse tout particulièrement, c'est celui des primates. Et dans ce groupe, il y a deux familles. Celle qui s'est transformée petit à petit pour devenir les singes et celle qui s'est transformée progressivement pour devenir les hommes. Cela veut dire qu'avant que les deux groupes se séparent pour toujours, il y a eu un ancêtre commun, à la fois celui des singes et le nôtre. Les spécialistes ne savent pas encore très bien à quoi il ressemblait. Ils supposent juste qu'il vivait en Afrique il y a environ 10 millions d'années. Pour reconstituer toute l'histoire entre cet ancêtre et l'homme d'aujourd'hui, on a juste les fossiles que l'on trouve dans le sol. Des morceaux de squelettes d'hommes préhistoriques, des crânes, quelques dents, des outils, des traces de pas. Ce sont comme les pièces d'un puzzle géant. Imaginez un puzzle de plus d'1 million de pièces et on n'en a trouvé que quelques petites centaines. Et en plus, on n'a même pas de modèle. C'est un vrai travail de détective. Les spécialistes, qu'on appelle des paléontologues, cherchent les pièces et essayent de comprendre. Pour la préhistoire très très lointaine, ils ont une seule pièce, le crâne fossile de Toumaï. Toumaï vivait il y a 7 millions d'années. L'endroit où son crâne se rattachait au reste du corps est sous le crâne, comme pour nous, parce que nous nous tenons debout. Chez les singes et les autres animaux qui marchent à quatre pattes, il est plus à l'arrière, parce que leur colonne vertébrale est à l'horizontale. On peut donc déduire que Toumaï pouvait se tenir debout. Or, l'homme est le seul animal à marcher confortablement sur ses deux jambes. On en sait un peu plus sur un personnage plus proche de nous dans le temps, l'Australopithèque. Celui-ci vivait en Afrique de l'Est entre 3,8 et 2,3 millions d'années. L'Australopithèque pouvait aussi marcher debout, mais moins bien que nous. Sur la photo que vous avez devant vous, vous avez un exemple de la taille que peut représenter un Australopithèque. Alors tout ce qui est en marron, ce sont les fossiles qui ont été retrouvés, et tout ce qui est en blanc, ça a été reconstitué en fait avec une imprimante 3D. Donc l'Australopithèque pouvait marcher debout lui aussi. On a retrouvé ses empreintes de pieds dans de la cendre fossilisée. Ce sont les traces d'un adulte à droite et d'un petit à gauche. Donc sans doute une mère et son enfant qui fuyaient une éruption volcanique. Le plus célèbre fossile d'Australopithèque est un squelette presque entier. Les scientifiques qui l'ont trouvé l'ont appelée Lucie. Bien sûr, Lucie ne nous ressemblait pas vraiment. Elle mesurait à peine 1,10 m et était sans doute toute poilue. Ses longs bras montrent qu'elle devait encore grimper dans les arbres, probablement la nuit, pour dormir à l'abri. Mais à cette époque, les animaux non plus n'étaient pas tous encore comme aujourd'hui. Les chevaux avaient 3 doigts, il y avait des tigres à dents de sabre, des léopards géants. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer le fait que des primates habitués à grimper aux arbres et à courir à 4 pattes se dressent sur leurs pattes arrière et ne reposent plus leurs mains par terre pour marcher? L'explication la plus répandue est la suivante. Ils vivaient en Afrique, dans une région où le sol s'est effondré à cause des mouvements des continents. D'un côté de ce trou géant, de cette faille, le climat est devenu très sec et les arbres sont devenus plus rares. Ils ont été remplacés par la savane, juste des herbes hautes. Dans les arbres, il est facile de surveiller les alentours, mais pas dans les hautes herbes, sauf si on se redresse. On pense donc que c'est pour voir venir de loin les animaux dangereux que les australopithèques se sont mis debout. Très lentement, nos ancêtres ont continué à se transformer, soit pour s'adapter au changement de climat ou à une nouvelle végétation, soit parce que leur façon de se nourrir évoluait.
Celui que les spécialistes considèrent comme le premier homme véritable est l'Homo habilis, l'homme habile. Pour s'abriter, il construisait des huttes de branches comme vos cabanes. On a retrouvé les cercles de cailloux qui bloquaient les branches au sol. C'est lui aussi qui a commencé à tailler des pierres pour faire des outils. On pense qu'il est le premier à avoir utilisé un véritable langage. Il est possible qu'il ait voyagé hors du continent africain. Il y a eu aussi les Homo ergaster, il y a environ 1,8 million d'années, presque 2 millions d'années. Ils étaient plus grands et plus forts que les autres, avec de longues jambes qui leur permettaient de marcher longtemps. C'étaient de grands voyageurs. Ils se sont aventurés hors du continent africain, en Asie, puis en Europe. On pense que jusque-là, tout le reste de la Terre était vide d'hommes. Tu imagines? Presque toute la Terre, sans hommes? L'Homo ergaster savait probablement déjà capturer le feu quand il y avait un incendie, puis le conserver et s'en servir, pour durcir des pointes d'outils en bois par exemple. Mais ce n'est pas lui qui l'a maîtrisé. Celui qui maîtrise le feu, c'est l'Homo erectus. Il le maîtrise parce qu'il sait allumer du feu. Et puis il l'a appris à ses enfants, qui une fois adultes l'ont à nouveau appris à ses enfants. Leurs mâchoires et leurs dents ont petit à petit changé de forme, car ils mangeaient leurs aliments ramollis par la cuisson au lieu de les mastiquer crus et très durs. Ils n'avaient plus besoin de déchiqueter la viande avec leurs dents. Ils savaient aussi tailler des bifaces dans du silex. Ce sont de belles pointes de lance en forme d'amande et symétriques. Et ils étaient surtout capables de s'adapter à toutes les conditions de vie, et on a retrouvé leurs traces aussi bien dans des régions très chaudes que dans des zones glaciales. En Europe plus précisément, il y avait un drôle de personnage qu'on appelle l'homme de Néandertal. Il enterrait ses morts au lieu de les abandonner à l'air libre. Il savait se soigner grâce à des plantes médicinales qu'il récoltait dans la nature. Il taillait des pointes de flèches pour la pêche avec une grande habileté. Il savait même faire de la colle pour perfectionner ses outils et il brûlait une sorte de charbon pour se chauffer. Il était grand et robuste. Il avait même un cerveau plus gros que le nôtre. Pourtant, il a disparu mystérieusement il y a environ 40 000 ans. Pourquoi a-t-il disparu? On ne le sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est qu'un autre homme est venu s'installer en Europe quelques dizaines de milliers d'années avant cette disparition. Cet homme, c'est l'Homo sapiens, l'homme savant. On l'appelle aussi l'homme de Cro-Magnon, parce que le lieu où on a trouvé le fossile de son squelette pour la première fois s'appelle Cro-Magnon. C'est une ville en Dordogne. Cet homme de Cro-Magnon nous ressemble tout à fait. Avec un jean et un t-shirt, on ne le reconnaîtrait pas au milieu des hommes d'aujourd'hui, sauf peut-être parce qu'il se moucherait avec ses doigts et aurait l'air un peu perdu en ville. On pense qu'il est apparu il y a seulement 100 ou 200 000 ans, il y a à peine 8000 générations. L'homme de Cro-Magnon, c'est nous. Nous sommes des Homo sapiens. Peu à peu, les techniques se sont perfectionnées. Les hommes ont su faire des outils de pierre de plus en plus fins, ils ont inventé le propulseur et le boomerang, deux fabuleux outils pour la chasse. Ils ont appris à sculpter finement des os pour fabriquer des aiguilles à coudre et des harpons. Ce sont eux qui ont fait de magnifiques peintures sur les murs des grottes. Ils ont commencé à semer des plantes comestibles et à faire des récoltes. Ils ont apprivoisé des chiens sauvages pour qu'ils les aident à chasser et des chevaux pour se déplacer sans effort. Ils ont élevé des moutons, des vaches, des cochons, des poules. Ils ont construit des maisons solides en pierre ou en terre et les premiers villages. Ils sont allés habiter partout sur la terre, même sur le continent américain encore inconnu des hommes. C'est pour cela qu'il y avait déjà des Indiens en Amérique, quand Christophe Colomb y a débarqué 20 000 ans plus tard. Il y a environ 5 000 ans, ils ont inventé l'écriture et la roue. Il y a environ 4 000 ans, ils ont construit les pyramides d'Égypte. Il y a environ 3 000 ans, ils ont inventé notre alphabet. Et ainsi, on est passé de la préhistoire à l'histoire. Mais ça, c'est une autre histoire.